président Ali Bongo a achevé sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Les présidents gabonais et ivoiriens ont quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar, où ils vont prendre part demain au sommet des chefs d'État membres de l'Organisation internationale. Le président de l'Assemblée nationale a aussi achevé sa visite au Maroc. Depuis hier, Guillaume Soro était l'invité de la Chambre des représentants. Il a eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les acteurs du système éducatif et les partenaires techniques et financiers plongent depuis hier dans la commune de Cocody le rapport sur l'état du système éducatif national. Il s'agit d'améliorer l'offre éducative pour la décennie 2007. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Le président gabonais Ali Bongo a achevé sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar où s'ouvre demain le 15e sommet de la francophonie. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui participe également à ce sommet, s'est envolé ce vendredi pour la capitale sénégalaise. Voyons le départ avec notre reporter Alvorassa. La visite d'État du président gabonais Ali Bongo Ondimba, débutée mercredi dernier, a pris fin ce vendredi. Et c'est à 16h qu'il a quitté Abidjan pour Dakar au Sénégal, où il va prendre part au sommet de la francophonie. Le président Ali Bongo Ondimba a été accompagné à l'aéroport par le président ivoirien Alassane Ouattara, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Des honneurs militaires ont été rendus aux deux présidents par un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, un détachement de l'école de gendarmerie au son de la musique de la garde républicaine. Après le départ du président Ali Bongo Ondimba, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour Dakar au Sénégal. Le chef de l'État ivoirien va prendre part également au sommet de la francophonie qui se tient dans la capitale sénégalaise. Et avant son départ pour le Sénégal, le président gabonais en visite officielle en Côte d'Ivoire a eu des rencontres. Il s'est entretenu avec le maire de la commune du plateau, Noël Akossi Benjo, également président de la Fondation internationale Bénin, qui œuvre pour la culture de l'excellence. Le président gabonais a aussi échangé avec le président de la Banque africaine de développement. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Dernière journée de la visite officielle du président du Gabon en Côte d'Ivoire. Une journée mise à profit pour avoir des échanges avec des personnalités aussi bien administratives que politiques. La première personnalité reçue ce vendredi par le président Ali Bongo Ondimba à son hôtel est le maire de la commune du Plateau, Noël Akossi Benjo. Celui-ci en tant que président de la Fondation Bénin Internationale. Je viens de rencontrer le président pour lui présenter la Fondation Bénin. C'est une fondation qui travaille pour l'excellence, qui donne des bourses aux meilleurs étudiants pour aller dans les grandes universités du monde. Le président nous a reçus et a compris que notre action était louable. Donc il a décidé de nous soutenir pour que ce que nous faisons en Côte d'Ivoire puisse se faire aussi au Gabon. Juste après le maire Noël Akossi Benjo, c'est au tour du président de la BAD d'être reçu par le président gabonais. Au centre des échanges, le retour de la BAD à son siège à Abidjan qui se veut effectif et la possibilité pour cette institution de continuer à œuvrer pour soutenir le Gabon, un pays qui aspire à être émergent comme la Côte d'Ivoire. Le Gabon et la Banque africaine de développement entretiennent des relations très étroites, très anciennes. Je suis venu dire au président de la République que nous continuons à encourager le Gabon dans sa marche économique, dans sa marche de transformation pour les Gabon émergents. La Banque africaine qui a son siège ici à Abidjan et avait délocalisé son siège à Tunis depuis 11 ans. Au mois de septembre, nous sommes rentrés ici à Abidjan, à notre siège. Je tenais à rendre rapport au président de la République, comment ça se passe, le retour de la Banque africaine à son siège. Alors, j'ai tenu à remercier le chef de l'État pour ce que le Gabon a fait
afin de nous permettre de travailler dans les bonnes conditions, de retourner à notre siège à Abidjan. De l'avis du président Donald Kaberuka, tout comme le maire Noël Akossi-Benjo, ces échanges ont été nécessaires au regard de la pertinence des différents points évoqués avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba au terme de son séjour en Côte d'Ivoire. Il a été fait chef coutumier à Tian par le gouverneur du district d'Abidjan. Le président gabonais a été également distingué Grand Croix de l'Ordre national ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Et c'était à l'occasion d'un dîner offert en son honneur hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Témoignage à Lydia Rassouba. Vive la République gabonaise, vive la République de Côte d'Ivoire. Levée de verre des présidents ivoiriens et gabonais pour un toast. Quoi de plus symbolique pour matérialiser la parfaite harmonie des rapports. Au deuxième jour de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, un dîner a été offert à Ali Bongo Ondimba au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire ce jeudi. Dîner au cours duquel lui et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ont salué la cordialité des rapports qui unissent les deux pays. Je me félicite du niveau actuel des échanges commerciaux entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, qui sont passés en 2013 à plus de 400 milliards de francs CFA, 10 fois plus que par le passé, il y a seulement 5 ans. Je souhaite qu'ils s'améliorent et se diversifient davantage au regard des énormes potentialités en ressources naturelles, en produits manufacturés et en services dont disposent nos deux pays. Je me félicite de notre totale convergence de vues sur bien des questions d'intérêt commun et de notre volonté de poursuivre nos contacts en vue de former un axe majeur des relations sud-sud. Car plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de compter sur des États amis, au premier rang desquels figure naturellement le Gabon. Cette visite officielle est à mon sens l'illustration parfaite de la cordialité et de la profondeur des liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Monsieur le Président, la visite officielle que j'effectue dans votre beau pays s'inscrit dans la droite ligne de nos illustres prédécesseurs. Elle traduit résolument la manifestation de notre volonté commune de poursuivre la construction d'une coopération que nous souhaitons plus agissante entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Elle atteste en outre de notre volonté de hisser à un niveau supérieur nos relations économiques et commerciales à la hauteur des liens politiques et diplomatiques que nous avons su tisser. Au cours de ce dîner, Ali Bongo a aussi eu l'occasion de découvrir le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à travers chants et danses du terroir. Autre fait marquant, le président gabonais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction honorifique dans l'Ordre national ivoirien. Un honneur qui révèle, une fois de plus, l'importance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Voilà, je rappelle que le président Ali Bongo a achevé sa visite officielle en Côte d'Ivoire et les présidents gabonais et ivoiriens ont quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar où ils vont prendre part demain au 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale a achevé sa visite au Maroc depuis hier. Guillaume Soro était l'invité de la Chambre des représentants. L'hôte du Parlement marocain a eu des rencontres dans ce pays. Il a eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. La séance de travail du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du Maroc et son ministre délégué, a été l'occasion d'évoquer la question de l'employabilité des jeunes. Des esquisses de solutions au chômage des jeunes ont été ici envisagées avec la délégation marocaine qui a confirmé l'engagement du Maroc à partager son expérience à succès dans le domaine avec la Côte d'Ivoire. Au niveau du Maroc, la coopération avec la Côte d'Ivoire est très importante pour nous puisqu'elle est exprimée au niveau le plus élevé de l'État et au niveau des deux peuples frères.
Et actuellement, nous recevons un nombre important de jeunes Ivoiriens qui sont boursiers dans le domaine de la formation professionnelle. Et la coopération ne se limite pas uniquement à cela, se limite également à l'accompagnement du développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. L'expérience à succès du Maroc dans le domaine de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale a pu l'apprécier sur le terrain. Situé à Casablanca, l'Institut des métiers de l'aéronautique forme des fabricants de composites et des chaudronniers aéronautiques, des ajusteurs-monteurs de cellules aéronefs, des opérateurs de systèmes électriques et autres. Nous sommes impressionnés d'être sur ces lieux et de voir qu'en Afrique, dans un pays frère, il y a donc une telle initiative, un tel projet. Monsieur le directeur général nous a bien fait savoir qu'il y avait plus de 100 entreprises qui collaboraient ici, qui étaient opérationnelles. J'espère qu'un jour la Côte d'Ivoire pourra nouer un partenariat avec le Maroc en vue, n'est-ce pas, donc d'avoir aussi chez nous un tel projet. Impressionné, le président de l'Assemblée nationale l'a été aussi par l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile de Casablanca. Sa mission, contribuer au développement de la formation, la recherche et l'expertise dans le domaine de l'industrie automobile. Avec l'Institut qui assure la formation de techniciens polyvalents spécialisés dans les métiers de l'automobile, le Maroc est en passe de réussir son positionnement dans le domaine de l'industrie automobile. Voilà, c'était le reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Hugues Hervé Blé. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD a ouvert ses portes depuis mercredi. À marge de ce salon consacré à l'industrialisation du cajou, le ministre de l'Agriculture a accordé des audiences. Il a reçu notamment le ministre bissau-guinéen de l'Énergie et de l'Industrie et le ministre congolais des Affaires portuaires et du domaine public ont fait le point avec Noël Niagno. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA 2014. 3 jours pour faire la promotion des équipements et des technologies et booster la transformation locale du cajou. 3 jours aussi pour renforcer les relations entre pays producteurs d'Afrique, équipementiers de renom du monde entier en matière de transformation du cajou, asseoir ainsi une stratégie pertinente pour valoriser le cajou et son potentiel. Dans cette optique, le ministre de l'Agriculture, Sangafoua Coulibaly, a accordé des audiences au ministre bissau-guinéen de l'Énergie et de l'Industrie et à celui des Affaires portuaires et du domaine public de la République du Congo-Brazzaville. Les dirigeants de l'Université Ho Chi Minh du Vietnam et à des opérateurs économiques qui font autorité dans le domaine de la transformation du cajou. Fil conducteur de toutes ces audiences, une préoccupation, se donner la main, dynamiser la production du cajou, faire la promotion de sa consommation. Dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud, je pense qu'on peut réduire significativement le déficit de manque de transformation dans notre pays. Et Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de moyens et beaucoup d'expérience dans le secteur que nous pouvons profiter pour améliorer la filière de l'anacarde en Guinée-Bissau. L'anacarde, dans le cadre de son traitement, a besoin de plusieurs main-d'œuvre. Alors à ce moment-là, essayons donc de travailler, et nous avons reçu instruction de nos chefs d'État, de faire que la transformation, le traitement se fasse ici en territoire africain. Có thể nói là lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì chúng tôi la capacité de transformation de notre cajou au Vietnam augmente d'année en année. Nous sommes dans une situation qui manque de matières premières. Ça, c'est la première raison qui nous pousse à aller vers d'autres partenaires étrangers. La deuxième raison, pourquoi on doit aider les autres pays à transformer, parce que ça, c'est notre devoir de partager nos connaissances. Ouvert ce mercredi, le CIETA 2014 va fermer ses portes ce vendredi pour ouvrir en 2016.
Les acteurs du système éducatif et les partenaires techniques et financiers planchent depuis hier dans la commune de Cocody sur le Rézen. C'est le rapport sur l'état du système éducatif national. La rencontre qui se déroule en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vise à réfléchir à une stratégie afin d'améliorer l'offre éducative pour la décennie 2016-2025. Le reportage de Konepa Gassoro. Le rapport sur l'état du système éducatif national, RESEN, est un instrument de planification et de programmation du système éducatif. Ce rapport vise à analyser les forces et les faiblesses du système éducatif ivoirien, mais aussi à définir une stratégie de développement de ce système. Représentant les 3 ministères impliqués dans le système éducatif national, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, exhorte l'ensemble des acteurs et des participants à s'impliquer résolument pour faire aboutir cette nouvelle politique éducative. Je voudrais, au nom de mes collègues ministres du secteur, inviter l'ensemble des membres de la communauté éducative nationale, syndicats des personnels, associations de parents d'élèves, organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur à une mobilisation et une participation effective au processus d'actualisation du RESEN. Cette nouvelle politique éducative du rapport sur l'état du système éducatif national bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers de la communauté éducative. Je voudrais au nom de l'UNESCO et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers vous remercier de la confiance qui nous est faite pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus d'élaboration et d'actualisation du RESEN. Ce rapport, qui permet à la Côte d'Ivoire de disposer d'une politique éducative efficiente et soutenable, est conduit par une équipe nationale de 30 membres supervisée par les directeurs des cabinets des 3 ministères du secteur éducation-formation. Une autre rencontre se tient à Abidjan à l'initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. L'objectif est de lutter contre la dégradation du littoral et œuvrer pour une gestion efficace à travers un projet de loi. On en sait plus avec notre reporter Eric Gouré. Les préfets de région, de département, les maires des communes du littoral et les techniciens de l'environnement prennent part à cet atelier de réflexion en vue de valider l'avant-projet de la loi sur la gestion du littoral ivoirien. Ces tests vont contribuer efficacement à la protection du littoral. Le colonel Dibisnian Martin, directeur général du SIAPOL, a invité les participants à s'impliquer pour l'enrichissement du document qui comporte l'avant-projet de loi. Vos contributions sont très attendues pour enrichir et améliorer cet avant-projet de loi. C'est vous qui vivez au quotidien les réalités du littoral. C'est également vous qui êtes en contact avec les populations et connaissez mieux leurs préoccupations. Alakwa Dioremi, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le gouvernement ivoirien agit pour la protection du littoral et des populations. Sur l'instruction de Monsieur le Président de la République, un comité interministériel a été créé. Ce comité interministériel a pour mission de proposer et de conduire les études relatives à l'érosion côtière et à la protection du littoral, d'identifier toutes les mesures correctives et préventives dans le cadre d'un plan d'action national de lutte contre l'érosion côtière, de délimiter sur tout le littoral les zones non constructibles et non habitables. Ce projet de loi est un outil juridique pour encadrer les activités et maintenir les équilibres environnementaux. Le comité de gestion locale du parc national de Taï vient de tenir sa 3e session au titre de l'année 2014 et le commandant Messamba Kone, préfet de la région du Cavali, président du dit comité, invite l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du parc de Taï à sauvegarder ce patrimoine mondial. Le récit est signé Honoré Naïnkori. Le comité de gestion locale du parc national de Taï est une émanation du conseil de gestion de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour le préfet de la région du Cavali, Messamba Kone, ce comité est un organe consultatif qui donne son avis et formule des suggestions pour une meilleure gestion de ce site. À cette rencontre, le préfet a invité toutes les parties
autorités administratives, politiques et populations des régions riveraines du parc national de Taï à des échanges francs, constructifs et fructueux afin de mieux examiner les sujets soumis à leur analyse. Toute chose qui permettra au comité de proposer des recommandations pour aider à l'atteinte des objectifs fixés aux gestionnaires du parc. C'est ainsi que le commandant Abdoulaye Diarra-Souba a présenté successivement le bilan des activités du 3e trimestre de l'opération de récupération des zones occupées par les cultures et l'état d'avancement de la sécurisation foncière du patrimoine de la direction de la zone sud-ouest. Les participants, quant à eux, ont proposé des stratégies susceptibles de contribuer efficacement à la conservation durable du parc national de Taï. Le comité de gestion locale a encouragé les gestionnaires du parc à poursuivre leurs efforts. L'avenir de la Terre, c'est le thème de la quinzaine internationale de la science et des technologies qui s'ouvre le lundi 1er décembre prochain, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette quinzaine internationale sera une occasion de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science en Côte d'Ivoire et dans le monde. Voyons les enjeux avec Franck Wadio. Ensemble de connaissances acquises par l'étude, la réflexion ou l'expérience, la science est la connaissance approfondie des choses. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut intégrer donc la notion scientifique dans la pratique sociale. Une quinzaine internationale de la science et des technologies est organisée depuis 2013 à cet effet. Pour cette année, le thème choisi est Future Earth, l'avenir de la Terre. Cette quinzaine vise à promouvoir la science auprès du grand public. Au cours de ces journées, les avancées scientifiques et technologiques des structures comme l'Institut Pasteur et l'Institut de recherche et de développement du Côte d'Ivoire seront mis en exergue. Nous travaillons beaucoup sur les virus grippaux et en travaillant sur les virus grippaux, cela fait que nous participons à l'élaboration des vaccins contre le virus de la grippe. Les capacités en termes d'équipement, d'infrastructures et les compétences humaines nous permettent donc de faire le diagnostic du virus Ebola en Côte d'Ivoire. C'est grâce à ces avancées technologiques que nous pouvons faire en 6 heures le diagnostic du virus Ebola. Actuellement, nous avons fait 63 échantillons de malades et aucun de ces échantillons n'a été positif pour le virus Ebola. Mais nous devons rester vigilants. La science, elle se décline dans sa composante formation, recherche, innovation. Et plus une société sera avancée dans cette société de la connaissance, plus elle contribuera à la sauvegarde de la planète. Future Earth va mobiliser des milliers de scientifiques tout en renforçant les partenariats avec les décideurs politiques afin de fournir des options et des solutions durables. Le dividende démographique, que renferme ce concept de développement ? Quels sont les défis à relever pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du dividende démographique? Eh bien, pour mieux comprendre ce concept et l'expliquer aux populations, des journalistes ont suivi une formation et l'un de ces journalistes, Michel Digré, nous explique. Les consultations nationales sur le dividende démographique auront permis de replacer la population au centre des stratégies de développement en Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre la notion du dividende démographique, afin de l'expliquer aux populations, les journalistes ont échangé avec des experts nationaux et internationaux. Donc le dividende démographique, c'est cette opportunité qui est donnée au pays d'accélérer leur croissance démographique lors de la transition démographique. La transition démographique, c'est quoi? C'est la maîtrise progressive de la fécondité qui permet, comme je l'ai montré, un rétrécissement de la pyramide des âges, qui permet non pas de réduire la population, mais de la stabiliser, le nombre de jeunes, et de dégager un gain fiscal. Pour bénéficier du dividende démographique, cela passe par la réussite d'une transition démographique en stabilisant le nombre de naissances. Mais pour y arriver, la Côte d'Ivoire aura sa stratégie adaptée à ces réalités. Nous sommes en Afrique, donc il y a les pesanteurs culturels. Donc nous n'allons pas travailler, je dis, à sensibiliser la population comme dans les pays d'Asie. Ils ont pris des décisions drastiques, ce n'est pas dans ce sens que nous irons. On donnera le choix à chacun de faire le choix qui est bien pour ses enfants.
En d'autres termes, il faut faire les enfants selon tes moyens pour pouvoir t'en occuper, pour donner moins de travail à l'État. En Côte d'Ivoire, la fécondité a commencé à décroître dans les années 70. À ce jour, la moyenne est de 5 enfants par femme, un niveau toujours élevé qui ralentit la transition démographique. Et en politique à présent, le secrétariat départemental du RDR de Daloa s'emploie à asseoir ses bases pour les batailles, c'est-à-dire les futures échéances électorales. Eh bien, le secrétariat général adjoint chargé des mouvements politiques, Adama Bictogo, a saisi l'occasion pour mettre en mission les responsables départementaux du Haut-Sassandra afin d'expliquer l'appel de Daokro, le reportage de Sidonie Davila. Les militants du Rassemblement des Républicains RDR ont investi la place publique de Daloa où le nouveau secrétaire départemental élu, Ouattara Bakary, doit présenter son programme d'action. Un programme qui repose sur le vivre ensemble et s'étend à plusieurs secteurs d'activité. L'éducation, la santé, le commerce, l'avenir de la jeunesse, la réconciliation et la construction du siège du RDR. Pour joindre l'utile à l'agréable, Ouattara Bakary a appelé les militants à soutenir le chef de l'État dans la réalisation de multiples chantiers sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne sommes pas les architectes du plan global de développement du président Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes les co-ouvriers qui travaillons avec lui. Et chacun de nous doit construire une part du puzzle global qui fera du RDR un parti fort, un parti solidement implanté. Le parrain de la cérémonie, Adama Bictogo, a rendu un vibrant hommage aux pionniers de la politique dans le Haut-Sassandra avant d'inviter les militants à se tenir prêts pour la présidentielle à venir. À partir d'aujourd'hui, vous devez faire de tous vos militants des ambassadeurs de l'appel de Daokro. Vous-même, aujourd'hui, je vous investis comme l'ambassadeur de Daokro pour Daloa. Et vous devez parcourir tous les mots. C'est maintenant, octobre 2015. Quelques cadres de la région, à l'image de Thiboué Michel, dont la générosité a permis au RDR de mieux s'implanter à Daloa, ont été salués par les militants. Le village de Magam, dans le département de Bondoukou, vient d'être doté d'une nouvelle mosquée. Elle a été construite par les filles et fils de ce village. Le reportage de Konepa Gassoro. Porte détruite, murs délavés, toiture en rouille, lampe tempête. C'est le visage que présente la mosquée de Magam, village situé à une trentaine de kilomètres de Bondoukou. Dans cette mosquée, l'imam Diabarate Abdoulaye n'officiera plus de prières. Une nouvelle mosquée équipée de haut-parleurs, de ventilateurs et de tapis neufs a été construite par les fils du village. Je suis très heureux du travail fait par les enfants du village. Je voudrais leur témoigner ma reconnaissance ainsi que celle de toute la communauté musulmane de Magam. Je profite pour souhaiter longue vie aux parrains et au président de la République, Alassane Ouattara. Les donateurs exhortent l'ensemble de la communauté musulmane à fréquenter la mosquée. On ne juge pas une mosquée par sa beauté, on la juge par rapport à sa fréquentation. Il faut maintenant y aller pour prier. L'inauguration de la nouvelle mosquée de Magam s'est faite en présence de Lassina Ouattara, chargé des missions du président de la République. Par ailleurs, parrain de cette cérémonie, des cadres et élus locaux, des chefs coutumiers et traditionnels, des chefs religieux, dont l'imam principal de la mosquée de Bondoukou qui, pour l'occasion, a dirigé la prière de 13h dans la nouvelle mosquée. C'est très important d'avoir une mosquée dans un village pour avoir tous les musulmans dans cette maison de Dieu pour prier. Cérémonie au cours de laquelle Ouattara Lassina a été intronisé Nana Kosonou, le courageux. Pour les populations, cette nouvelle mosquée est une fierté pour le village. Plusieurs dons, dont ceux du chef de l'État, composés de Corans, de chapelets, de nattes de prière et une enveloppe de 600 000 francs CFA, ont été offerts aux populations de Magam. Et en image, le président Alassane Ouattara est arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, cet après-midi pour prendre part au 15e sommet de la francophonie qui va s'ouvrir demain sous la présidence de Macky Sall, le président sénégalais. Ce sommet va définir les prochaines orientations de la francophonie, statuer sur l'admission de nouveaux membres et élire le prochain secrétaire général de la francophonie.
Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Edouard Kofi Sakra et Arlène Opoka. Merci à la chef des éditions Justine Seydike et merci surtout à vous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.